Merci. Merci beaucoup. Merci tout d'abord au comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler de cancérologie pulmonaire ce matin. Merci. Et puis c'est toujours un grand plaisir de revenir en Tunisie et de retrouver les amis très chers. Et c'est toujours pour moi quelque chose de très émouvant. Alors, je dois vous parler ce matin de nouvelles thérapeutiques en cancérologie pulmonaire. Vous savez que les choses ont beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. Et comme le sujet est très vaste et qu'il n'était pas possible de balayer tous les stades, tous les aspects de la cancérologie pulmonaire, j'ai donc focalisé mon propos sur les cancers bronchiques non à petites cellules de stade 4. Avant de vous parler véritablement de thérapeutique, je me suis dit, tiens, quelle est l'incidence des cancers pulmonaires en Tunisie et en Afrique? Alors j'ai trouvé quelques papiers, plutôt un peu anciens pour certains, mais on s'aperçoit que sur le continent africain, l'incidence du cancer du poumon, elle est répartie essentiellement dans deux régions, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, et avec une augmentation de l'incidence depuis 2002, les derniers chiffres étant de 2018. Et sur ce diagramme, le diagramme en bas à droite, en bleu, ce sont les hommes, en orange, ce sont les femmes, et on voit que l'incidence est bien sûr beaucoup plus forte chez les hommes que chez les femmes en Afrique du Nord. J'ai essayé aussi de voir quelle était la mortalité par cancer du poumon en Tunisie. J'ai retrouvé des chiffres de 2006 et le cancer du poumon est responsable de 33% de la mortalité par cancer chez l'homme et seulement de 7,5% chez la femme. En France aujourd'hui, un cancer du poumon sur 3 survient chez une femme. L'incidence et la mortalité chez la femme ont doublé en 20 ans, puisqu'on est passé de 16% d'incidence dans les années 2000 à 34% en 2020. Donc on a une forte progression de l'incidence et de la mortalité chez les femmes. Quand on regarde également la mortalité standardisée par l'âge sur 3 pays d'Afrique du Nord, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, on voit qu'en Tunisie, le cancer du poumon est un problème qui devient important, notamment chez l'homme. Ce sont le diagramme en bleu. Mais finalement, le message positif de cette étude qui est parue récemment, en 2024, c'est qu'on voit que la mortalité standardisée par âge a plutôt tendance à diminuer. La barre foncée, c'est en 2017 et la barre plus claire, c'est en 2009. Donc, visiblement, on commence à voir apparaître les progrès de la prise en charge de ces cancers. Alors, en 15 ans, on a eu 2 révolutions majeures dans la prise en charge des cancers du poumon non à petites cellules. C'est d'une part l'arrivée de la biologie moléculaire avec la mise en évidence d'anomalies moléculaires ciblables et donc, comme corollaire, l'arrivée des thérapeutiques ciblées pour la plupart par voie orale. Et la deuxième révolution un peu plus récente, c'est l'immunothérapie avec l'arrivée des anticorps anti-PD1, anti-PDL1, qui sont des inhibiteurs des points de contrôle. Et sur ce diagramme que j'essaye d'actualiser un peu au fil du temps, on voit toute l'évolution des nouvelles thérapeutiques, et encore il n'est pas exhaustif. Complètement à gauche, c'est l'arrivée des sels de platine au début des années 80, et il faut bien reconnaître que de 1980 au début des années 2000, il n'y a pas eu d'énormes progrès. On a simplement validé le concept de chimiothérapie à base de platine dans les cancers du poumon. Début des années 2000, on voit apparaître les traitements de seconde ligne, avec en particulier le docétaxel, puis le pemetrexed. Et en 2004 est une année majeure parce que c'est la première fois que l'on met en évidence des mutations activatrices de GFR, 2 publications à l'époque nord-américaines, une dans Nature, une dans New England, qui ont mis en évidence ces mutations. Et c'est à partir de là que toute l'aventure des thérapeutiques ciblées s'est déroulée.
Et puis, on a vu apparaître d'autres thérapeutiques ciblées, les anti-ALK, les anti-BRAF, les anti-ROS, etc., avec plusieurs molécules pour chaque type d'anomalie. Et puis, à partir de 2015, en France, c'est l'arrivée de l'immunothérapie, avec d'abord le nivolumab en deuxième ligne, puis les immunothérapies en première ligne, associées à la chimiothérapie dans les stades 3, et puis maintenant, plus récemment, depuis la fin de l'année dernière, en néoadjuvant chez les patients opérés. Et puis, depuis quelques années, on voit émerger de nouvelles molécules, des anticorps conjugués, anticorps qui véhiculent une molécule de chimiothérapie, et puis les anticorps bispécifiques, les anticorps qui sont capables de se fixer sur deux antigènes différents. Donc, une explosion de nouvelles thérapeutiques depuis maintenant une dizaine d'années, mais tout ceci a un coût considérable, et même pour un pays comme la France, on ne sait pas si on arrivera à maintenir, à disposer de toutes ces nouvelles molécules. Dans les cancers bronchiques non à petites cellules, bien sûr, vous savez qu'il est important d'avoir un diagnostic histopathologique précis. L'idéal, c'est d'avoir un prélèvement histologique plutôt qu'un prélèvement cytologique, bien que sur certains prélèvements cytologiques qui sont riches en cellules, on peut faire un diagnostic assez précis et même faire des recherches d'anomalies moléculaires et de l'expression de PDL1. Et de ce diagnostic histopathologique découle maintenant une différenciation importante sur le plan thérapeutique. C'est la différenciation entre carcinome épidermoïde d'un côté, qui représente à peu près 25 à 30% des cancers chez nous, et les cancers plutôt de type non épidermoïde, avec essentiellement les adénocarcinomes, qui représentent la plus grande majorité des cancers, et en particulier qui sont l'histologie principale des sujets non fumeurs. Dans les prérequis qui sont indispensables à la décision thérapeutique, il y a en premier lieu l'expression de PDL1. L'expression de PDL1, elle est importante à rechercher, quel que soit le type histologique. Elle se fait assez facilement en immunohistochimie, donc les anatomopathologistes peuvent la faire assez facilement. Il y a plusieurs kits d'anticorps, comme on le verra, qui sont disponibles. Et en cancérologie pulmonaire, le score qui est utilisé, c'est le score TPS, qui ne concerne que le marquage des cellules tumorales. C'est le nombre de cellules tumorales positives sur le nombre de cellules tumorales viables. Il faut au moins 100 cellules pour pouvoir établir ce score. Là, sur les photos, vous avez d'un côté un marquage très positif et de l'autre côté une absence de marquage. On ne tient pas compte en cancérologie pulmonaire du marquage des cellules immunitaires, comme ça peut être le cas dans d'autres cancers, comme les cancers de la sphère ORL ou les cancers du sein. Et effectivement, comme je vous le disais, on a vu apparaître plusieurs kits d'anticorps pour mettre en évidence ce marquage, et chaque molécule qui est apparue sur le marché a été développée avec un test compagnon, ce qui fait que c'est parfois un peu compliqué pour comparer les résultats. En France, le clone qui est le plus utilisé maintenant, c'est DACO22C3. Il y a eu un énorme travail des anatomopathologistes, notamment français, pour harmoniser les techniques. Il y a eu des formations importantes qui ont été faites auprès des anatomopathologistes, justement pour qu'on arrive à une harmonisation des résultats et à une bonne reproductibilité. Dans l'interprétation des seuils, on a aussi des différences. On voit par exemple que les seuils utilisés ne sont pas les mêmes pour le durvalumab que pour le pembrolizumab. L'atezolizumab, curieusement, a été développé avec un marquage à la fois des cellules tumorales et des cellules immunitaires, mais finalement, ce qui ressort aujourd'hui, c'est ce qui a été utilisé pour le pembrolizumab, avec finalement 3 catégories de patients. Une première catégorie pour lesquels on ne retrouve pas de marquage de PDL1, donc inférieur à 1% des cellules tumorales, ce qui représente quand même 35 à 40% des patients qui expriment PDL1 entre 1 et 49% des cellules tumorales, qui représentent à peu près 35 à 40% également, et puis les forts expresseurs, c'est-à-dire pour lesquels l'expression est au moins de 50% jusqu'à 100%, qui représentent à peu près 20 à 25% des patients. On verra que cette segmentation en 3 catégories a une importance sur le plan thérapeutique.
Et puis, en dehors de l'expression de PDL1, c'est l'analyse en biologie moléculaire que l'on fait systématiquement chez les patients atteints de cancers non épidermoïdes, donc essentiellement les adénocarcinomes, ou parfois dans les épidermoïdes, en particulier chez les non-fumeurs. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance aujourd'hui d'avoir 28 plateformes de génétique moléculaire qui sont labellisées par l'Institut national du cancer et qui ont là aussi harmonisé leurs pratiques. Et on a la possibilité d'avoir des recherches assez exhaustives, que ce soit en NGS, où on a les principales mutations ciblables, même celles pour lesquelles il n'y a pas d'AMM, comme les mutations d'HER2. Et puis, on a aussi la recherche des transcrits de fusion ou des réarrangements, que ce soit en immunohistochimie, et puis maintenant de plus en plus par des techniques de biologie moléculaire, et notamment la recherche des transcrits de fusion par RNA-seq. Alors tout ça, ça a une importance, et je reviens à une étude qui maintenant a 10 ans, c'est l'étude Biomarqueur France, qui a été réalisée sur les patients qui ont été vus en 2013 dans toutes les plateformes de biologie moléculaire. Ça correspondait à près de 18 000 patients, presque 19 000 analyses. Là, vous avez la répartition des principales anomalies sur tous les patients examinés, donc essentiellement des adénocarcinomes, et on voit que les mutations EGFR représentaient à peu près 11% des patients, CARAS 29%, ALK 5%. Et si on s'adresse aux patients non fumeurs, eh bien, on voit que la probabilité de trouver une anomalie moléculaire est beaucoup plus importante, puisque dans les 2/3 des cas, on peut avoir une anomalie moléculaire potentiellement ciblable, et qu'en particulier, les mutations de GFR représentent 44% de ces anomalies. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la recherche uniquement chez les patients non fumeurs, mais chez un patient non fumeur, il faut absolument s'attacher à avoir ce résultat parce qu'il y a une probabilité de trouver une anomalie qui est importante. Et effectivement, ceci a un impact sur la survie parce que aussi bien la survie sans progression que la survie globale, car quand il y a une anomalie moléculaire, eh bien, le pronostic est meilleur, c'est la courbe bleue, que quand il n'y a pas d'anomalie moléculaire. Donc ça, c'était l'intérêt de cette étude. Alors, j'ai essayé de résumer un peu sur un diagramme, sur un arbre décisionnel, la prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules métastatiques. De plus en plus, nous avons tendance, en particulier dans notre pratique quotidienne, à distinguer ce qu'est la maladie oligométastatique, et on en parlera tout à l'heure, de la maladie diffuse, c'est-à-dire multimétastatique. Donc, quand il s'agit d'une maladie oligométastatique, aujourd'hui, la tendance, c'est bien sûr de faire un traitement systémique, mais d'essayer d'y associer, en tout cas assez précocement, des traitements locaux qui peuvent être la chirurgie, la radiothérapie, etc. Le gros des patients, la grande majorité des patients, encore chez nous, ce sont des patients multimétastatiques pour lesquels le traitement de référence, le traitement de première ligne, est un traitement systémique. Et c'est là où on voit apparaître la différenciation non-épidermoïde-épidermoïde. S'il s'agit d'un cancer de type non-épidermoïde, il est important d'avoir la biologie moléculaire, car s'il y a une anomalie moléculaire ciblable, quel que soit le niveau d'expression de PDL1, il faut mettre en place une thérapeutique ciblée d'emblée, et même, je dirais, quel que soit l'état général du patient, car on sait que même chez un patient très altéré, cette thérapeutique aura un bénéfice rapide. S'il n'y a pas d'anomalie moléculaire, eh bien, il faut tenir compte de l'expression de PDL1. Si celle-ci est d'au moins 50%, on peut faire une immunothérapie seule, et aujourd'hui, nous avons 3 molécules disponibles dans cette indication, mais aussi on peut faire une association chimio-immunothérapie, et le choix entre les deux, pour l'instant, reste un peu au choix du médecin. Il n'y a pas de critères très précis, comme on le verra. Par contre, si l'expression de PDL1 est inférieure à 50%, voire négative, eh bien, en ce moment-là, le seul choix, c'est la chimiothérapie associée à l'immunothérapie. La seule molécule qui a une AMM en France dans cette indication, c'est le pembrolizumab. Il y a quelques contre-indications formelles, mais finalement de moins en moins à l'immunothérapie. Et dans ces cas-là, ça sera de la chimiothérapie seule, éventuellement associée à un anti-angiogène. Et essentiellement des patients en bon état général, mais aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à traiter des patients de PS égale à 2.
S'il s'agit d'un carcinome épidermoïde, bien sûr, il n'y a pas de biologie moléculaire et on va raisonner de la même façon en fonction du niveau d'expression de PDL1 entre une immunothérapie seule pour les forts expresseurs, voire une chimio-immunothérapie et une chimio-immunothérapie pour les expresseurs de plus faibles et s'il y a une contre-indication formelle à l'immunothérapie, une chimiothérapie seule. Pas de bevacizumab puisque vous savez que les anti-angiogènes sont contre-indiqués dans les carcinomes épidermoïdes. Alors, je vais d'abord vous parler des cancers sans addiction oncogénique, qui sont finalement la majorité des patients, et quels sont les critères qui nous permettent de faire un choix dans ces différentes thérapeutiques. Il y a bien sûr des critères qui sont liés aux patients, notamment l'âge. On a mis souvent la barre à 70 ans, mais de plus en plus, on a tendance à reculer cette barre parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de patients qui, entre 70 et 75 ans, ont peu de comorbidités, sont en assez bon état général et peuvent justifier de traitements plus agressifs. Vous savez que suite à l'étude de l'IFCT, on a validé le concept de bithérapie à base de platine avec notamment l'association carboplatine-paclitaxel hebdomadaire. On va tenir compte de l'indice de performance, pas de problème chez les patients 0 ou 1. Chez les patients 2, on peut se poser déjà la question de certaines thérapeutiques. 3, la question se pose de savoir s'il ne faut pas se limiter à des soins palliatifs. On tient compte, bien sûr, de la fonction rénale et cardiaque, notamment dans le choix du sel de platine, de l'éligibilité au bevacizumab. Est-ce qu'il y a des comorbidités vasculaires, un risque hémorragique? L'éligibilité à l'immunothérapie, qui est importante. Est-ce qu'il y a une maladie auto-immune? Est-ce que le patient est sous corticoïdes? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui feraient que l'immunothérapie soit contre-indiquée ou moins efficace? Et puis, quand on fait un traitement de première ligne, il faut déjà penser à ce que l'on va faire en deuxième ligne, puisque malheureusement, la grande majorité de ces patients vont réévoluer et vont finir par mourir de leur cancer. Il faut tenir compte de la tumeur, on l'a déjà dit, le type histologique, l'existence d'une anomalie moléculaire. Est-ce qu'on est amené à faire une radiothérapie palliative, par exemple une radiothérapie sur une lésion osseuse en même temps que la chimiothérapie? On retrouve l'éligibilité au bevacizumab. Vous savez qu'elle est contre-indiquée dans les épidermoïdes. Il peut y avoir des critères radiologiques qui contre-indiquent l'utilisation des anti-angiogènes. Et puis, le choix de l'immunothérapie en fonction du niveau d'expression de PDL. Et finalement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en première ligne? Eh bien, le traitement standard, en tout cas chez nous, parce qu'on a un accès facile à l'immunothérapie, c'est la bithérapie à base de platine associée au pembrolizumab. C'est le traitement standard. Essentiellement chez les patients en bon état général, mais on a de plus en plus tendance à le proposer à des patients de PS égal à 2. Carboplatine ou cisplatine, et moi qui ai connu l'arrivée du cisplatine et qui était un fort défenseur du cisplatine pendant très longtemps, eh bien je me rends compte que l'on fait de moins en moins de cisplatine et de plus en plus de carboplatine, et notamment parce que ça permet de faire des traitements en ambulatoire. Le pemetrexed pour les non-épidermoïdes, et puis vous le savez qu'après un traitement de 4 cycles, eh bien on va maintenir un traitement d'entretien, une maintenance, soit simple, soit double, et on maintiendra l'immunothérapie. Le deuxième choix, c'est l'immunothérapie seule, qui est aussi un standard, à condition que PDL1 soit fortement exprimé, à au moins 50%, avec en termes d'état général, les mêmes questions. Et puis, chez les patients pour lesquels on ne peut pas faire d'immunothérapie, si malheureusement on n'a pas accès à l'immunothérapie, eh bien, ça reste les chimiothérapies à base de platine, associées au bevacizumab pour les non-épidermoïdes, avec une maintenance simple ou double, puis la bithérapie à base de platine, notamment pour les épidermoïdes, où on ne peut pas utiliser le bevacizumab. Et puis, pour des patients très âgés, fragiles, peut se poser la question d'une monochimiothérapie que l'on fait maintenant de moins en moins. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de valider le concept de chimio-immunothérapie? C'est deux grandes études de Keynote, 189 et 407. Les Keynote 189 concernaient les adénocarcinomes, la 407 les carcinomes épidermoïdes. Ce sont deux études randomisées de phase 3 qui ont comparé dans les deux cas une chimiothérapie seule à une chimiothérapie associée au pembrolizumab, 4 cycles, et chez les patients qui n'étaient pas progressifs, une maintenance par pemetrexed pembrolizumab pour la 189 et pembrolizumab seul pour les épidermoïdes.
Pour les épidermoïdes, c'est carboplatine paclitaxel et pour les adénocarcinomes, c'est platine pemetrexed. L'étude pour les épidermoïdes montre un bénéfice à long terme, puisqu'on a les résultats à plus de 5 ans, et on voit qu'au bout de 5 ans, il y a encore 18% de patients en vie dans le bras chimio-immunothérapie, contre à peine 10% dans le bras chimiothérapie seul. Ce résultat s'observe quel que soit le niveau d'expression de PDL1, sauf pour les patients PDL1 négatifs, où il n'y a pas ce bénéfice en survie globale à long terme. Pour les adénocarcinomes, on retrouve le même type de courbe, avec un bénéfice à 5 ans, près de 20% de patients encore en vie dans le bras chimio-immunothérapie, contre 11% dans le bras chimiothérapie seul. Et là, le bénéfice s'observe, quel que soit le niveau d'expression de PDL1, aussi bien pour les forts expresseurs que pour les négatifs, avec bien sûr, comme vous le voyez, un bénéfice qui est beaucoup plus important pour les forts expresseurs que pour les patients négatifs. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement. On a une certaine corrélation, même si elle n'est pas absolue, entre le niveau d'expression de PDL1 et l'efficacité de l'immunothérapie. Donc aujourd'hui, en tout cas en France, nous avons 2 schémas thérapeutiques, un pour les cancers non épidermoïdes, quel que soit le statut PDL1, platine pemetrexed plus pembrolizumab, 4 cycles, et chez les patients non progressifs, on fait une double maintenance, que l'on n'arrive pas à maintenir très longtemps d'ailleurs, parce que très rapidement, on est obligé d'arrêter le pemetrexed pour des problèmes de toxicité rénale, et la plupart du temps, les patients continuent le pembrolizumab seul. Et puis pour les épidermoïdes, c'est carboplatine paclitaxel, pembrolizumab, 4 cycles, et ensuite, chez les patients non progresseurs, pembrolizumab seul. La deuxième étude majeure, c'est l'étude Keynote 024, qui a comparé une immunothérapie seule à une chimiothérapie chez des patients forts expresseurs, donc PDL1 supérieur ou égal à 50%, chimiothérapie classique à base de platine. Les patients étaient traités pendant au moins 2 ans, et on a aussi des résultats à long terme, au-delà de 5 ans, en survie globale, et on voit que le résultat est assez spectaculaire, puisque à 5 ans, nous avons plus de 30% de patients encore en vie traités par immunothérapie seule, contre 16% dans le bras chimio, en sachant que dans le bras chimio, lorsque les patients ont rechuté, un grand nombre d'entre eux ont été traités par immunothérapie. Et je vous ai mis sur ce tableau qui est un peu difficile à lire, la totalité des molécules qui ont été évaluées en première ligne face à la chimiothérapie. Le seul molécule qui n'a pas donné de bénéfice en survie globale, c'est le nivolumab dans la CheckMate 026. Mais dans cette étude, ils ont pris tous les patients à au moins 1%. Donc effectivement, il n'y avait pas de sélection des forts répondeurs. Les autres études sont positives, et en particulier chez les patients de plus de 50%. Ce qui aboutit aujourd'hui à l'AMM de 3 molécules en France, le pembrolizumab, l'acétolizumab et le céniplimab, en sachant que la molécule qui est la plus utilisée, mais qui est aussi la plus chère, c'est le pembrolizumab, que le céniplimab prend un petit peu de place, et que finalement l'atezolizumab est très peu utilisé parce que le laboratoire Roche n'a très peu communiqué sur ses résultats. Et avec les schémas thérapeutiques, la plupart du temps, toutes les 3 semaines au départ, et puis qu'on peut espacer secondairement. Et je vous ai mis là les courbes de survie sans progression et globale du céniplimab. Alors, bon, elles sont assez comparables à celles que l'on a avec le pembrolizumab, mais c'est surtout pour vous mettre en évidence le croisement des courbes, notamment des courbes de survie sans progression. Vous voyez que la courbe rouge, qui est la courbe d'immunothérapie, fait moins bien que la chimiothérapie au départ. Donc, on a plus de patients en progression précoce sous immunothérapie seule que sous chimiothérapie. Et ça, c'est un problème qui nous inquiète régulièrement, notamment chez des patients qui ont des fortes masses tumorales. C'est le problème des patients hyperprogresseurs. C'est à peu près 10 à 15% des patients. C'est-à-dire ces patients qui, bien qu'ils aient un niveau d'expression de PDL1 très élevé, vont progresser très vite sous immunothérapie et souvent vont se détériorer assez rapidement, à tel point qu'il est parfois difficile de leur proposer un traitement de seconde ligne. Cette
cette possibilité a été largement étudiée, notamment par l'équipe de l'IGR, qui a mis en évidence qu'effectivement, c'était vraiment une hyperprogression et non pas une progression naturelle de la maladie, parce qu'ils ont pu mesurer la cinétique tumorale avant immunothérapie et sous immunothérapie, et ils ont montré que chez un certain nombre de patients, la cinétique tumorale s'accélérait sous immunothérapie. Est-ce que ces résultats, qui sont des résultats d'essais cliniques chez des patients sélectionnés, PS01, il y avait très peu de métastases cérébrales, les contre-indications à l'immunothérapie étaient respectées, notamment maladie auto-immune, corticothérapie et plus de 10 mg par jour, est-ce que ces résultats sont observés dans la vie réelle? Et en France, on a mené une étude au sein du GFPC, une étude rétrospective, mais on a repris 845 patients traités par immunothérapie seule, PDL1 supérieur ou égal à 50%, et on a essayé de savoir si on avait les mêmes résultats que dans les études des essais cliniques. Alors on voit tout de suite que la population n'est pas tout à fait la même. On a 20% de patients PS2, voire 3. On a 21% de patients avec des métastases cérébrales, ce qui reflète la réalité quotidienne, et 11% de patients qui recevaient des corticoïdes. Et quand on regarde la courbe de survie, eh bien, elle est assez proche de ce que l'on a observé dans les études, avec une médiane de survie globale à près de 23 mois. Donc cette étude nous a franchement rassurés en disant qu'en vraie vie, finalement, sur des populations beaucoup moins sélectionnées, on avait des résultats qui étaient assez équivalents à ceux des essais cliniques où la population est très sélectionnée. Et puis la question, c'est de savoir chez les patients fort expresseurs, est-ce qu'il vaut mieux faire de l'immunothérapie seule ou de la chimio-immunothérapie? Il n'y a pas d'étude randomisée qui a comparé ces deux stratégies. Il y a une étude randomisée en cours en France qui est en train de se terminer, mais dont on n'a pas les résultats. Et la FDA aux États-Unis a fait une analyse poolée des différents essais pour essayer de savoir s'il y avait un schéma thérapeutique qui faisait mieux que l'autre. En fait, non. Il n'y a pas véritablement de différence. Vous voyez, en médiane de survie, c'est à peu près pareil. Le hazard ratio est à 0,82. L'intervalle de confiance contient le 1. Donc, il n'y a pas de différence en termes de survie globale. Et la seule chose que l'on peut retenir, c'est que le seul facteur qui semble privilégier la chimio-immunothérapie par rapport à l'immunothérapie, c'est le tabagisme. Chez un fumeur, il faut peut-être... chez un non-fumeur, chez un non-fumeur, il faut probablement, et sans anomalie moléculaire, il faut probablement éviter l'immunothérapie seule et proposer une chimio-immunothérapie. Et donc effectivement, pour résumer, eh bien, il n'y a pas d'argument très précis pour faire ce choix. Peut-être chez les malades qui ont une forte masse tumorale ou une maladie qui semble très agressive ou s'il y a des métastases hépatiques, il vaut mieux privilégier chimio-immunothérapie. Par contre, chez des patients dont la maladie est plus indolente, avec notamment des métastases plutôt pulmonaires, il semble que l'immunothérapie seule soit tout à fait possible. Et puis la durée de l'immunothérapie, c'est un gros problème parce que ces traitements sont très coûteux et en seconde ligne, la plupart des études, le traitement était proposé jusqu'à progression ou jusqu'à 2 ans maximum pour le pembrolizumab. Et dans les essais d'immunothérapie première ligne ou de chimio-immunothérapie, en fait, le traitement est maintenu jusqu'à 35 cycles, ce qui fait à peu près 2 ans dans les essais. Il y a un seul essai qui a essayé de comparer la durée, mais qui est un essai méthodologiquement pas très bon. Et puis il y a un essai qui est en cours en France dans le cadre de l'IFCT pour essayer de savoir si on peut raccourcir la durée de l'immunothérapie, parce qu'effectivement, chez les patients qui sont des très bons répondeurs à ce type de traitement, on a manifestement l'impression que c'est pas utile d'aller jusqu'à 2 ans. On pourrait peut-être s'arrêter à 6 mois, on pourrait peut-être s'arrêter à 1 an, et donc raccourcir très nettement la durée de traitement, et donc effectivement les coûts de ces traitements. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il y a également des études sur la dose et sur l'espacement des immunothérapies en traitement de maintenance. Il y a une étude à laquelle on participe qui est coordonnée par l'IGR, qui s'appelle PULSE, sur ce schéma-là. Donc il y a encore beaucoup de questions en suspens. Quand est-ce qu'on arrête l'immunothérapie? Sur quels critères? De plus en plus, on va s'aider de la TEP TDM. Et moi, dans ma pratique, quand une TEP TDM est négative au bout de 2 ans, j'arrête l'immunothérapie.
Il y a plein de questions sur les populations qui n'étaient pas dans les essais cliniques, les patients avec un état général altéré, les patients très âgés, les patients qui ont des maladies auto-immunes. Quand on regarde, il y a à peu près 10 à 15% des patients atteints de cancer du poumon qui ont une maladie auto-immune ou un antécédent de maladie auto-immune. Les patients sous corticoïdes, on a de plus en plus tendance à traiter des patients qui reçoivent plus de 10 mg de corticoïdes par jour. Et cette question, elle se pose en particulier dans les cancers à petites cellules. Les traitements concomitants qui peuvent interférer sur l'efficacité de l'immunothérapie, les antibiotiques et surtout les inhibiteurs de pompe à protons, les patients sous immunosuppresseurs, les patients HIV, etc. Est-ce qu'on peut rechallenger l'immunothérapie? Qu'est-ce qu'on fait quand le patient fait une oligoprogression, c'est-à-dire qu'il ne progresse que sur un seul site, ou oligopersistance, et puis les patients avec addiction oncogénique? Là, on a de plus en plus d'arguments pour dire que l'immunothérapie ne fonctionne pas ou très mal chez les patients qui ont une addiction oncogénique. Et ça, c'est les résultats de 2 études, la CheckMate 722 et la Keynote 799. Ce sont des patients EGFR mutés qui étaient traités en première ligne par osimertinib et qui étaient en rechute. Et on a comparé chimio versus chimio-immunothérapie. Et clairement, il n'y a aucun bénéfice à faire de l'immunothérapie chez ces patients. Donc, les patients avec addiction oncogénique sont des mauvais candidats à l'immunothérapie, même associés à la chimio. Et puis, l'immunothérapie, il faut apprendre à la gérer. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Ça nous a fait très peur au départ, quand on a vu arriver ces anticorps, parce qu'on nous avait annoncé un peu des catastrophes. Et puis finalement, ça se gère assez facilement, tout en sachant qu'il y a 20-25% des patients qui vont faire des effets secondaires, parfois très graves, qui peuvent être potentiellement mortels, que ça peut toucher n'importe quel organe. Et donc, il faut revenir à la médecine interne. Il faut avoir un réseau de spécialistes d'organes et d'internistes qui soient capables de nous aider dans l'exploration de ces toxicités. En sachant que la majorité des toxicités surviennent dans les 3 à 6 premiers mois. Ce sont les toxicités cutanées qui arrivent en premier en général, et qu'au-delà de 6 mois, ces toxicités deviennent de moins en moins fréquentes et qu'on peut espacer la surveillance, espacer les traitements. En seconde ligne, quand on a fait de l'immunothérapie ou de la chimio-immunothérapie, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, comme on dit vulgairement, grillé un certain nombre de cartouches. Si on fait de l'immunothérapie seule, on aura toujours la possibilité de revenir à une chimiothérapie à base de platine. Si on a fait chimio et immunothérapie, ce qui est le cas le plus fréquent, soit on fait une chimiothérapie de seconde ligne par un taxane, docetaxel ou paclitaxel, éventuellement associé à du bevacizumab, ou alors on peut se poser la question de rechallenger l'immunothérapie. On n'a que des études rétrospectives. En fait, le rechallenge, il est intéressant quand il y a un intervalle libre, sans traitement, ou si on a affaire à un patient qui était très bon répondeur au départ, ou pour lequel on a arrêté l'immunothérapie pour des raisons de toxicité. Si on fait une chimiothérapie sans immunothérapie en première ligne, on a la possibilité de faire de l'immunothérapie en seconde ligne. On a 3 molécules qui ont une AMM dans cette indication, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication formelle à l'utilisation de l'immunothérapie. Chez les patients avec addiction oncogénique, là je vous ai résumé les principales anomalies moléculaires qui sont aujourd'hui identifiées dans les cancers bronchiques non à petites cellules, en sachant que, comme vous le savez, la répartition n'est pas la même entre les populations caucasiennes et les populations asiatiques, où l'on retrouve beaucoup plus d'anomalies moléculaires et notamment de mutations EGFR en bleu clair, qui sont la principale anomalie découverte. Grosso modo, sur les populations caucasiennes, on a entre 10 et 15% de mutations EGFR, 5% de translocation ALK. Qu'est-ce qu'on a comme thérapeutique aujourd'hui, validée par des essais de phase 3? Pour les mutations activatrices d'EGFR, qui représentent à peu près 10 à 12% en France, nous avons aujourd'hui 4 molécules, 2 de première génération, une de deuxième génération, l'afatinib, et surtout l'osimertinib de troisième génération, qui est aujourd'hui la molécule utilisée systématiquement en première ligne. Pour les réarrangements de ALK, nous avons 5 molécules à notre disposition, une de première génération, 3 de deuxième génération, le lectinib, le cérétinib et le bregatinib, et une de troisième génération, le lorlatinib, et j'ai marqué en rouge celles qui sont le plus souvent utilisées en première ligne.
Pour les translocations de ROS1, qui sont assez rares, nous n'avons pas de molécules sur le marché. On peut utiliser le crizotinib hors AMM. En seconde ligne, pour les mutations de BRAF, nous avons l'association dabrafenib-trametinib. Et pour les mutations de l'exon 14 de CEMET, il n'y a pas de molécule qui a d'AMM, mais on peut utiliser le crizotinib dans le cadre d'un cadre de prescription compassionnelle. Le capmatinib que l'on avait dans le cadre d'un accès précoce a été retiré par les autorités de santé. Après, il y a d'autres anomalies plus rares pour lesquelles il n'y a pas d'AMM, si, il y a une AMM pour les fusions de RET, mais pour lesquelles il n'y a pas forcément une molécule, que ce soit les mutations d'HER2, les insertions de l'exon 20 de l'EGFR, on voit apparaître l'amivantanab, qui est un anticorps bispécifique, les mutations G12C de Caras, le sotorasib a été retiré par les autorités de santé, mais on peut avoir de l'adagrasib en accès compassionnel. Les fusions de RET, le selpercatinib a obtenu une AMM européenne. On l'a en France en accès précoce. On espère que la commission de transparence suivra l'AMM et fixera un remboursement. Bon, après le reste, NRG1 et NTRK, ce sont vraiment, moi j'en ai encore jamais vu dans ma carrière. Je reviens juste sur les mutations EGFR parce que c'est celles qui sont les plus fréquentes et puis globalement celles pour lesquelles on a énormément de données. Je vous rappelle qu'il y a des mutations activatrices qui sont essentiellement dans l'exon 19 et dans l'exon 21. Et puis, on a également des mutations de résistance, et notamment la T790M, qui est le principal mécanisme de résistance au TKI de première et deuxième génération. Je vous rappelle simplement un essai fondamental qui a été publié en 2009, qui est l'essai IPAS, qui a été fait sur une population asiatique et qui, à l'époque, comparait l'IRSA, le gefetinib, à une chimiothérapie chez des patients qui n'avaient pas forcément une mutation EGFR, c'était des adénocarcinomes de petits ou non-fumeurs, essentiellement des femmes, et cette étude avait comparé le gefetinib à la chimiothérapie, et ils ont, en fait, cette étude sur la survie globale, sur la survie sans progression, montrait pas véritablement, montrait une différence, mais pas aussi nette en faveur du gefetinib, mais en partie, ils ont analysé secondairement, les patients qui avaient une mutation EGFR, et on voit que sur les patients, c'est la courbe de gauche, sur une mutation EGFR, le bénéfice indiscutable de la thérapeutique ciblée par rapport à la chimio, alors que chez les patients qui n'ont pas d'anomalie moléculaire, la courbe de droite, eh bien, la chimiothérapie fait nettement mieux que la thérapeutique ciblée. L'intérêt de cette étude et de ces courbes, c'est de dire aujourd'hui, chez un patient qui a une anomalie moléculaire ciblable, il faut absolument lui proposer le traitement ciblé en première ligne. Le bénéfice est indiscutable. Alors après, on a eu des tas d'études qui ont comparé les différents inhibiteurs à la chimiothérapie, qui sont toutes positives en survie sans progression en réponse, qui ne sont pas forcément positives en survie globale, mais parce que le nombre de patients n'était pas suffisant, et puis parce que les patients du bras chimio étaient traités en deuxième ligne par inhibiteurs. Et puis on arrive à l'étude FLORA, qui est une étude majeure, parce que cette étude, elle a comparé pour la première fois un inhibiteur de troisième génération, l'osimertinib, à deux inhibiteurs de première génération, le gefetinib ou l'erlotinib. Et cette étude, non seulement elle est positive en survie sans progression, avec une médiane qui atteint près de 19 mois, mais surtout elle est aussi positive en survie globale en faveur de l'osimertinib. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs molécules, en sachant que c'est avant tout l'osimertinib qui est utilisé. En plus, en dehors d'être plus efficace, il est moins toxique et il est plus facile à gérer. Il y a moins de toxicité cutanée, il y a moins de toxicité digestive qu'avec les inhibiteurs de première génération. Donc ça permet aux patients d'avoir une qualité de vie bien meilleure. Et aujourd'hui, eh bien, la séquence thérapeutique, on ne se pose plus la question de la séquence thérapeutique, inhibiteur de première ou deuxième génération, puis si résistance osimertinib, on fait d'emblée de l'osimertinib. L'osimertinib est devenu la molécule à utiliser en première ligne.
En cas de progression, vous savez qu'on va différencier un peu le type de progression. Est-ce que c'est une progression diffuse, multimétastatique? Est-ce que c'est une oligoprogression? Est-ce que c'est une progression uniquement cérébrale, comme on peut l'observer chez certains de ces patients? Quand c'est une progression systémique, multimétastatique, eh bien, aujourd'hui, on va chercher, si possible, à mettre en évidence un mécanisme de résistance, que ce soit par une nouvelle biopsie de la tumeur ou d'une métastase, ou par de l'ADN tumoral circulant. Et ça dépend s'il existe un mécanisme de résistance lié à EGFR, par exemple une mutation C797S, si c'est une autre anomalie, par exemple une amplification de c-MET, ou ça peut être une transformation histologique. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de patients, un certain nombre de tumeurs vont se transformer en cancer à petites cellules ou en cancer épidermoïde. Et en fonction de ces différents mécanismes, eh bien, on pourra adapter le traitement en sachant qu'aujourd'hui, toutes les molécules ne sont loin d'être disponibles, comme l'amivantamab n'est pas encore disponible dans cette indication. Là, j'ai extrait ce diagramme de l'Educational Book de l'ASCO qui paraît, là, prochain congrès en 2024. Je vous le conseille si vous avez la possibilité de le télécharger. C'est remarquablement bien fait, c'est très clair. ALK, vous connaissez le réarrangement ALK, le diagnostic se fait par immunohistochimie ou par recherche du transcrit de fusion. La première molécule qui a montré une activité, c'est le crizotinib, qui fait mieux que la chimiothérapie en survie sans progression. Et puis depuis, on a vu apparaître des inhibiteurs de deuxième et troisième génération, en particulier l'alectinib. Le gros intérêt de ces molécules, en dehors du fait qu'elles améliorent la survie sans progression et la survie globale, c'est leur impact sur les métastases cérébrales et sur la prévention des métastases cérébrales. Les métastases cérébrales sont beaucoup plus fréquentes chez les patients ALK et c'est surtout aussi un mécanisme de progression assez important. Et le fait de donner un inhibiteur de deuxième ou troisième génération va diminuer très nettement l'incidence des métastases cérébrales. Et c'est ce qu'on observe en particulier avec le crizotinib, qui est la dernière molécule disponible. Donc finalement, on a plusieurs molécules à notre disposition. Toutes font mieux que le crizotinib, qui est la molécule de référence. Elles ont toutes été comparées au crizotinib. Et aujourd'hui, eh bien, la tendance, c'est soit utiliser une molécule de deuxième génération, type bricatinib, alectinib, puis de se garder le lorlatinib en cas de progression, ou alors, bien sûr, le laboratoire Pfizer pousse pour que l'on fasse ça, c'est d'utiliser d'emblée le lorlatinib en sachant qu'on n'aura pas de molécules à proposer, de molécules orales à proposer à progression. Donc en France, les équipes ont un peu du mal à passer au lorlatinib en première intention, d'autant qu'il est beaucoup moins bien supporté que les deux autres. Donc on reste plutôt fidèle au brigatinib ou à l'alectinib en se gardant l'idée de faire du lorlatinib en deuxième intention. Donc indiscutablement, depuis les années 80, les choses ont changé et chez ces patients qui répondent à l'immunothérapie ou qui ont une addiction oncogénique, eh bien, on arrive à avoir des médianes de survie qui sont nettement supérieures à celles que l'on avait avec la chimiothérapie seule. Il y a aussi, il n'y a pas que les progrès thérapeutiques, il y a aussi les progrès de l'imagerie. On a énormément, en 40 ans, il y a eu l'arrivée du PET scan, il y a eu l'arrivée de l'IRM, on a des stades 4 qui sont oligométastatiques, et ça aussi, c'est une amélioration. Et justement, quelques mots sur les patients oligométastatiques avant de terminer. Alors, les définitions sont assez variables d'une équipe à l'autre. Ce qui fait qu'on a un peu du mal à s'y retrouver dans la littérature. Finalement, il y a eu un certain nombre de guidelines qui ont été édités ces derniers temps, notamment par des sociétés comme l'ASCO, l'ERTC, l'ESMO, et tout le monde est à peu près d'accord maintenant pour dire qu'un patient oligométastatique, c'est un patient qui, en plus de sa tumeur pulmonaire primitive, a un nombre maximal de 5 métastases dans au maximum 3 organes. Et surtout que ce sont des cibles, des lésions qui sont accessibles à un traitement local, radical, sans surtoxicité. Traitement qui peut être de la chirurgie et ou de la radiothérapie. Et c'est vrai que l'avènement de la radiothérapie stéréotaxique, aussi bien au niveau cérébral, mais aussi
au niveau pulmonaire ou sur d'autres localisations, a propulsé ce concept de maladie oligométastatique. C'est vrai que la possibilité de traiter de façon radicale certaines localisations, comme les localisations cérébrales, a fait émerger ce concept de maladie oligométastatique. Le statut N ne comporte pas comme un site métastatique, en sachant que les patients de bon pronostic sont ceux qui sont N0, ce qui peut se concevoir assez facilement. Il faut quand même un bilan très exhaustif au départ, avec un PET scan, avec une imagerie cérébrale obligatoire, bien sûr si possible une IRM. En cas de nodule hépatique isolé, une IRM, et si un nodule pleural isolé, ne pas hésiter à aller à la thoracoscopie. Il faut essayer de documenter l'atteinte ganglionnaire médiastinale. Si on a une métastase unique, il faut la prouver par biopsie. Et il y a des atteintes métastatiques qui, bien sûr, ne rentrent pas dans ce cadre, que ce soit les atteintes pleurales diffuses, méningées, péricardiques, etc. Pourquoi isoler ce concept de maladie oligométastatique? Si on revient à la dernière classification TNM, la 8e classification, vous savez qu'on a différencié dans les stades 4, les stades 4A, des stades 4B. Et effectivement, parce que les 4A, qui sont les patients qui ont des atteintes purement intrathoraciques ou une seule métastase extrathoracique, ont un meilleur pronostic que les patients 4B, qui sont les M1C, ceux qui ont des métastases extrathoraciques multiples. Donc là aussi, il y a un argument pour essayer de traiter de façon plus radicale ces patients. En fait, on a très peu de données d'essais cliniques. Il n'y a que 2 études prospectives randomisées publiées, et en fait sur des effectifs de patients qui sont assez faibles. La première étude, c'est l'étude de Gomez. Vous voyez, il y a 50 patients au total, 24 et 25. En fait, cette étude, donc, une fois qu'on a défini le concept de maladie oligométastatique, les patients recevaient un traitement systémique, que ce soit thérapeutique ciblée ou chimiothérapie. C'est des études qui ont été faites avant l'ère de l'immunothérapie. Et chez les patients qui, au bout de 3 mois de traitement, n'étaient pas progresseurs, ils étaient randomisés entre la poursuite du traitement systémique standard ou la poursuite du traitement associé à un traitement local qui pouvait être de la chirurgie ou de la radiothérapie. Et effectivement, quand on fait un traitement local en plus, les patients ont des chances de survie, notamment de survie globale, qui sont nettement meilleures. Mais cette étude a été arrêtée prématurément parce que l'analyse intermédiaire a montré que le bénéfice dans le bras traitement local était nettement supérieur au traitement standard seul. La deuxième étude, c'est l'étude de Lielgar. Vous voyez, 15 et 14 patients, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est uniquement des patients traités par chimio. Ils ne sont pas progresseurs et on compare la poursuite du traitement systémique au traitement systémique associé à un traitement local qui, dans le cas présent, était de la radiothérapie stéréotaxique, et on retrouve les mêmes résultats avec un bénéfice très net en survie globale pour les patients qui ont en plus un traitement local. C'est des patients qui sont rares, mais c'est des discussions en RCP qui sont toujours très longues. À chaque fois, on discute sans cesse de savoir si on doit faire un traitement local ou pas. Mais chez ces patients-là, qui sont un petit nombre de patients, on peut espérer être curatif. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de l'immunothérapie, on a possiblement des résultats qui sont encore meilleurs chez ces patients-là. Donc là, j'ai repris les guidelines de l'ASTRO et de l'ESTRO, qui sont la Société américaine de radiothérapie et la Société européenne, qui ont été publiées l'année dernière. Et lorsqu'on a une suspicion de cancer oligométastatique, il faut faire un bilan exhaustif avec PET scan et IRM cérébral. Si le patient n'est pas oligométastatique, eh ben, c'est le traitement systémique, comme on l'a vu, classique, thérapeutique ciblée ou immuno ou chimio-immuno. Si le patient rentre dans la définition d'une maladie oligométastatique, eh bien, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on fait un traitement local en premier, puis un traitement systémique, ou est-ce qu'on fait l'inverse? Si on décide de faire un traitement local en premier, eh bien, on fait le traitement local, puis le traitement systémique, en sachant qu'il faut toujours réévaluer les choses au bout de 2 à 3 mois, et qu'en cas de progression, on n'aura pas d'autre choix que de faire un traitement de seconde ligne. Par contre, si on décide de faire un traitement systémique d'emblée, ce qui finalement est le chemin le préféré par les auteurs, en fait, ils disent que
finalement la meilleure, pour eux, ce qui leur semble le plus intéressant, le plus pertinent, c'est de commencer d'abord par un traitement systémique, que ce soit chimio, immunothérapie, chimio-immuno ou traitement ciblé, d'évaluer les patients au bout de 2 à 3 mois de traitement, et à ce moment-là, s'il n'y a pas de progression, et en particulier s'il y a une réponse, de proposer un traitement local définitif sur les cibles encore présentes. Et ça, c'est un peu, nous, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, après souvent des discussions assez acharnées en RCP entre les chirurgiens, les radiothérapeutes, les pneumo-oncologues, les radiologues, etc. Voilà, je crois que ça, c'est ma dernière diapositive. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Pierre. Cette excellente présentation. Vraiment, c'est un sujet très vague. On a envie de rester encore longtemps, mais on a limité un petit peu de temps. Je pense qu'on peut se permettre une petite question dans la salle. Sinon, je vais commencer par en poser une. Donc, il y a une plaque où on a l'impression, heureusement qu'il y a des algorithmes, sinon on se perd facilement. Il est parfois aussi difficile de prendre des décisions thérapeutiques, même en SCP, puisqu'il y a toujours des points de suspens. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, statut PDLA pour tous. Oui. Et avant, il faut avoir recherché une addiction. Il faut les deux. Il faut les deux en même temps. Il faut les deux en même temps. Pour les adénocarcinomes. D'accord. Oui. Parce que ce qui est bien démontré aujourd'hui, parce que vous pouvez avoir un patient, par exemple, c'est souvent dans les réarrangements ALK qu'on a ce type de choses, c'est-à-dire un patient qui a un réarrangement ALK et une expression très forte de PDL1. Et on sait que cette expression très forte de PDL1, en fait, n'est pas le témoin d'une réponse immunitaire forte chez ces patients-là. Donc, un patient qui est, par exemple, réarrangé ALK, et qui aurait un PDL1 à 80%, ce qui n'est pas exceptionnel du tout, il faut le traiter par un anti-ALK. Il ne faut surtout pas lui faire de l'immunothérapie. Tous les patients porteurs d'anomalies moléculaires ciblables, à part les patients CARAS mutés, qui sont souvent des anciens fumeurs ou des fumeurs, ou éventuellement les patients BRAF, c'est pour ça que les inhibiteurs de BRAF en France ne sont disponibles qu'en deuxième ligne, mais les patients EGFR mutés, ALK transloqué, ROS1, maintenant les RET, puisqu'on a le selpercatinib, c'est des patients qu'il faut traiter d'emblée en première ligne par une thérapeutique ciblée. Et surtout pas leur faire de l'immunothérapie. C'est la même date, vous avez dit le PS jusqu'à 3 uniquement pour les thérapies. Alors oui. Pour les autres modalités thérapeutiques, il vaut mieux que ce soit 0,2 max. Oui, parce que ça, c'est une vieille étude, notamment japonaise, au tout début des patients, enfin de la mise en évidence des patients EGFR mutés. C'est l'étude d'Inouï. C'est une étude de phase 2. Et à l'époque, ils avaient pris une cohorte de patients de PS supérieur ou égal à 2, 3, voire 4, mutés EGFR, auxquels ils avaient donné du gefétinib. Et les résultats qu'ils avaient dans cette étude étaient presque similaires à ceux qu'ont des patients PS01. Donc chez un patient qui est même très altéré, comme je dis souvent, à partir du moment où il est capable d'avaler un comprimé, il faut lui le donner. Et c'est spectaculaire. Et moi, j'ai l'expérience du tout début des mutations EGFR, au début des années 2000, où moi je me rappelle avoir donné ce médicament à des gens qui étaient PS3, voire presque 4, et où les familles me disaient « mais docteur, est-ce que ça sert à quelque chose ?» Je dis « oui, s'il peut avaler, qu'il avale ». Et on a eu alors ces résultats, ils vont se maintenir pendant 1 an, 2 ans, mais on a eu des résultats spectaculaires avec des patients qui avaient repris une qualité de vie à laquelle on ne s'attendait pas. Donc quand on a une anomalie moléculaire ciblable, même si l'état général est très altéré, il y a un bénéfice indiscutable à donner la thérapeutique ciblée. Après, ce n'est pas le cas chez les patients. Quand on est dans une proposition de chimio et immunothérapie, c'est vrai que tous les essais cliniques, comme vous l'avez vu, c'est des patients PS01. C'est pas la pratique que l'on a chez nous. On a aussi pas mal de patients PS2. Mais nous, aujourd'hui, moi je vois bien en RCP, on a de plus en plus tendance à donner de l'immunothérapie chez des patients PS2. Et
dans notre expérience, on a des résultats qui sont assez spectaculaires. Après, les patients PS3, moi je vous avoue franchement qu'en RCP, je me bats plutôt pour qu'on les laisse tranquilles, parce que je pense que le bénéfice de ces thérapeutiques-là, en fait, un patient qui a un état général très altéré ou qui est très dénutri, il a un système immunitaire qui ne fonctionne pas. Donc, vouloir restaurer un système immunitaire qui, de toute façon, ne fonctionne pas, libérer un système immunitaire qui ne fonctionne pas, ça n'a pas beaucoup de sens. On est quand même dans des thérapeutiques qui sont très coûteuses, potentiellement toxiques, parce qu'il peut y avoir des toxicités assez sévères. Je ne vois pas l'intérêt chez un patient PS3. Ah non, l'ère de la chimiothérapie, il est loin d'être fini. Hein. Je pense que c'est assez marrant parce qu'en France, un certain nombre de leaders d'opinion, quand on a vu apparaître les thérapeutiques ciblées, nous ont dit dans 10-15 ans, on ne fera plus de chimiothérapie au cancer. Bon, on n'a jamais fait autant de chimiothérapie au cancer du poumon. Parce que finalement, même un patient qui a une thérapeutique ciblée en première ligne, il va avoir à un moment ou l'autre de la chimiothérapie en deuxième ou troisième ligne. On voit bien qu'aujourd'hui, l'association chimio-immunothérapie est devenue un standard. Je pense qu'on va en parler aussi dans les cancers à petites cellules. Donc, la chimiothérapie, elle a encore un bel avenir. Je pense qu'on continuera de faire de la chimiothérapie dans 15 ou 20 ans. Il y a toujours pas de questions dans la salle. Mais... Ma question, c'est concernant le suivi des patients porteurs de la petite cellule sous traitement à base de thérapie ciblée. Contient une progression et pour chercher une mutation qui est code pour cette mutation, où est-ce que vous biopsiez? Vous faites la biopsie logique ou bien vous biopsiez? Alors, si possible, là où ça progresse, parce qu'on a des progressions dissociées. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un patient qui progresse dans le foie et puis qui ne progresse pas du tout au niveau pulmonaire. Donc, on essaye à mon avis, il faut biopsier la lésion qui progresse, celle qui est la plus facilement accessible, parce qu'il ne faut pas non plus faire courir des risques inutiles aux patients. Je pense qu'on a le problème des progressions cérébrales où là, malheureusement, on ne peut pas faire de biopsie, ou exceptionnellement. On peut s'aider de l'ADN tumoral circulant, c'est-à-dire chez les patients pour lesquels on ne peut pas faire de biopsie tissulaire, qui reste quand même la meilleure, on peut utiliser de l'ADN tumoral circulant, en sachant que l'ADN tumoral circulant, dans un tiers des cas, on a un faux négatif. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce qu'on ne trouve rien, il n'y a rien. Ça veut dire tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'ADN. Et on a souvent le cas pour les métastases cérébrales isolées. Dans les métastases cérébrales isolées, on a souvent très peu d'ADN tumoral circulant. Et donc, finalement, on a des résultats négatifs à ce niveau-là, quoi. Globalement, on essaye de le faire, mais il y a quand même une proportion de patients pour lesquels on n'arrive pas à faire de biopsie ou à avoir l'identification d'un mécanisme de résistance. Et on traite, dans ces cas-là, par de la chimiothérapie. Dernière question. Merci pour votre conférence. J'ai une petite question. Quel est le rythme de surveillance que vous faites pour les patients d'immunothérapie et après est-ce qu'on doit faire les tests à chaque fois? Alors non, les patients sous thérapeutique ciblée, par exemple, j'ai pris un patient muté EGFR pour lequel on met de l'osimertinib. En règle générale, nous, on les revoit cliniquement à 3 semaines environ pour évaluer la tolérance du traitement et voir s'il n'y a pas de problème. Moi, je refais un bilan scanner complet à 6 semaines, entre 6 et 8 semaines après le début du traitement pour évaluer l'efficacité. Et en général, je fais un scanner complet tous les 3 mois, en moyenne. Je fais rarement des PET scans en surveillance, exceptionnellement, parce que le PET scan est difficile à interpréter. Et le PET scan, on le réserve quand on a un doute sur le scanner. Par exemple, comme vient de dire votre collègue, si on a une progression, par exemple, d'une lésion hépatique qui on ne sait pas trop, ben on fait un PET scan pour voir si elle fixe et si ça peut avoir un intérêt de la biopsie. Après se pose la question de la surveillance au niveau cérébral, où là,
clairement, l'idéal, je dis bien l'idéal, c'est de faire des IRM régulièrement. En particulier pour les patients ALK, parce que le taux de métastase cérébrale est important chez ces patients-là, mais aussi pour les patients EGFR. Donc chez les patients qui ont une anomalie moléculaire, on surveille par IRM cérébral et scanner, tous les scanners thoraco-abdominal, tous les 3 à 4 mois. En sachant qu'en France, on a des problèmes d'accessibilité aux IRM et que ce n'est pas toujours si facile que ça d'avoir des IRM quand on les souhaite. Mais on évite le PET scanner en surveillance. Merci. Et c'est le même pour l'immunothérapie? Alors pour l'immunothérapie, pareil, le PET scan est encore pire en immunothérapie parce qu'en immunothérapie, vous avez des réactions inflammatoires, notamment ganglionnaires, et vous pouvez avoir des ganglions médiastinaux qui fixent au PET scan et qui ne sont pas en fait des ganglions tumoraux. Donc, par contre, lorsque l'on envisage d'arrêter l'immunothérapie, par exemple au bout de 2 ans, et qu'on a un scanner qui depuis souvent plusieurs mois ne bouge pas, la plupart des équipes en France font un PET scan pour voir si effectivement tout s'est négativé. Et effectivement, si le PET scan est négatif, c'est un élément qui nous pousse à arrêter l'immunothérapie.